Ils les appelaient des percés, mais les motards les appelaient autrement des tueurs. Certaines ont été interdites, d'autres ont simplement disparu dans la nature. Mais chacune de ces motos avait un problème. Trop rapide, trop défectueuse ou trop dangereuse pour survivre. Voici 15 motos dangereuses dont vous n'avez jamais entendu parler. Numéro 1 sur cette liste est la Honda CR500R. La Honda CR500R de 1984 est largement connue comme l'une des motos de motocross les plus agressives jamais sorties. Elle était équipée d'un moteur monocylindre à 2 temps refroidi par air de 491,4 cm3 qui délivrait de la puissance par des à-coups soudains et violents. Cette moto était surnommée le roi du ping, avec 59 chevaux acclamés. Il n'y avait presque pas de douceur dans l'accélérateur. Le couple arrivait d'un coup, soulevant souvent la roue avant ou faisant déraper le pneu arrière avec très peu d'avertissement. Cela rendait la moto difficile à contrôler, même pour les pilotes expérimentés. Ce qui rendait le modèle de 1984 particulièrement dangereux était la combinaison de son moteur explosif et de la géométrie de suspension dépassée. Le cadre ne pouvait pas suivre le comportement du moteur. Les pilotes se plaignaient de secousses violentes, d'atterrissage précaire et d'une impression générale que la moto se défendait. Le problème n'était pas seulement la vitesse ou la puissance, c'était la manière dont la CR500R délivrait cette puissance sans aucune marge d'erreur. Honda a réagi rapidement en redessinant la CR500R en 1985. C'était le premier CR500R refroidi par eau. Dans les années suivantes, jusqu'en 2001, ils ont également mis à jour le cadre et la suspension pour le rendre plus maniable. Mais la version 84 avait déjà acquis sa réputation. Le CR500R était dangereux à cause de sa puissance mécanique brute, mais toutes les menaces ne viennent pas de la force. Certaines motos deviennent dangereuses parce que leur conception était trop ingénieuse et finissait par aller à l'encontre du pilote au lieu de l'aider. Numéro 2. Suzuki R5 Rotary. La Suzuki R5 était une moto de route inhabituelle propulsée par un moteur rotatif Wankel de 497 cm3. Il était censé être fluide et futuriste, mais en réalité, il était lourd, maladroit et difficile à conduire. Sa disposition de moteur inhabituelle a introduit des problèmes pour lesquels la plupart des motards n'étaient pas prêts, y compris une chaleur excessive du moteur, une consommation de carburant élevée et une réponse imprévisible de l'accélérateur. Le plus gros problème de la moto était le poids et l'équilibre. Avec le moteur rotatif monté à l'avant et un cadre en acier volumineux, la R5 pesait 507 livres à sec et 573 livres en ordre de marche, ce qui était inhabituellement lourd pour une moto de taille moyenne de cette époque. La maniabilité en souffrait. Les motards trouvaient souvent l'avant lent et la conduite globale rigide et inconfortable. Dans la circulation ou à basse vitesse, la moto semblait maladroite. À haute vitesse, elle semblait déconnectée. Un autre problème était sa complexité. Le moteur nécessitait un entretien spécialisé et la plupart des mécaniciens ne connaissaient pas les composants internes du moteur rotatif Wankel. Le système d'échappement devait également être spécialement conçu pour gérer la chaleur et les émissions, ce qui ajoutait encore plus de poids. Au moment où Suzuki a essayé d'affiner la moto lors des productions ultérieures, il était déjà clair que l'intérêt du public avait diminué. Les ventes étaient médiocres et la RE5 a été abandonnée après seulement 2 ans en 1976. La RE5 était conçue pour être futuriste, mais s'est avérée frustrante. Maintenant, imaginez le contraire complet des motos, si étranges et si dangereux qu'ils semblent à peine réels. Numéro 3. Magola. La Magola était une moto allemande produite au début des années 1920 et elle reste l'une des motos les plus inhabituelles jamais construites. Sa caractéristique la plus distinctive était le moteur radial à cylindre à soupape pentagonale monté à l'intérieur de la roue avant avec une cylindrée de 640 cm3. Le moteur tournait en fait avec la roue elle-même, atteignant jusqu'à 3600 tours par minute, soit environ 97 km/h. Cette configuration éliminait le besoin d'un embrayage ou d'une boîte de vitesse. Le moteur était toujours en marche et le pilote devait soit pousser la moto pour la démarrer, soit la garder en mouvement pour éviter de caler. Bien qu'innovant, le design présentait de sérieuses limitations. Sans embrayage ni transmission, il n'y avait aucun moyen de rouler en roue libre ou de laisser tourner au ralenti. Ralentir trop pouvait faire caler complètement le moteur. En termes de maniabilité, la lourde masse rotative à l'intérieur de la roue avant rendait la direction imprévisible. L'effet gyroscopique du moteur en rotation créait une résistance étrange dans les virages, et la moto avait la réputation d'être difficile à gérer à la fois à basse et à haute vitesse.
La Magola produisait environ 14 chevaux et pouvait atteindre des vitesses proches de 85 miles par heure, ce qui était rapide pour son époque. Une version de course aurait dépassé 85 km par heure, mais même les pilotes professionnels trouvaient qu'il était stressant de la contrôler. Environ 2000 unités ont été construites et très peu survivent aujourd'hui. La Magola était une curiosité mécanique qui repoussait les limites de toutes les mauvaises manières. Mais bien qu'elle ressemblât encore à une moto, la machine suivante se qualifie à peine comme telle et était bien plus dangereuse qu'elle n'en avait l'air. Numéro 4. Moto Ruota Monowheel. Le Moto Ruota, également connu sous le nom de Monowheel, était un concept de moto à une roue qui a émergé au début du 20e siècle. Contrairement aux motos traditionnelles, le pilote était assis à l'intérieur d'une roue géante en rotation avec un petit moteur alimentant le bord extérieur. La direction se faisait en déplaçant le poids du corps et le freinage reposait entièrement sur la friction entre les rouleaux internes et la surface intérieure de la roue. Bien qu'il ait pu sembler futuriste pour l'époque, le monowheel était extrêmement dangereux. L'un des plus grands problèmes était un phénomène surnommé gerbiling. Lors d'un freinage trop brusque ou d'une accélération trop rapide, le cadre interne pouvait tourner à l'intérieur de la roue, projetant le conducteur vers l'avant ou l'arrière de manière incontrôlable. À des vitesses plus élevées, même de légers mouvements de direction pouvaient provoquer des oscillations ou une perte totale d'équilibre. Il n'y avait également aucun moyen de s'incliner correctement dans les virages, ce qui rendait la navigation dans les courbes imprévisible et dangereuse. Les premières versions de la Moto Ruota pouvaient atteindre des vitesses d'environ 93 miles par heure, mais certains modèles expérimentaux auraient atteint des vitesses plus élevées. En conséquence, les blessures étaient fréquentes et le design a finalement été abandonné en raison de l'instabilité, du mauvais contrôle et d'un risque extrêmement élevé d'éjection. La Moto Ruota était dangereuse à cause de ce qu'elle omettait en termes de contrôle de base. Mais dans les années 1990, un fabricant a pris le chemin opposé. Ils ont tout mis dans une moto, y compris un moteur de voiture de taille normale, et s'attendaient encore à ce que les gens la conduisent. Numéro 5. Boss Haas V8. Le Boss Haas V8 n'est pas seulement une moto lourde, c'est un moteur V8 Chevrolet 4 temps de taille normale, monté entre deux roues, avec une cylindrée de 5735 cm3. Certains modèles produisaient plus de 345 chevaux et un poids à sec de 1100 livres. Pour comparaison, c'est d'environ 2 fois le poids d'une moto de sport et presque le triple du couple. Ce qui rend le Boss Haas dangereux, ce n'est pas seulement le moteur, c'est le décalage entre la puissance et le contrôle. La moto peut accélérer comme un dragster, mais le freinage et les virages donnent l'impression de diriger un tank. Même avec des disques avant double et un grand rotor arrière, arrêter la vitesse de cette masse nécessite de l'espace, du timing et de l'expérience que la plupart des moteurs n'ont pas. Avec une vitesse maximale d'environ 150 miles par heure dans les virages serrés ou la circulation, la taille et le couple rendent la moto difficile à manier. Il ne penche pas facilement et une fois qu'il prend de la vitesse, il devient difficile de le remettre en ligne. Il y a aussi l'illusion de contrôle. Les motards venant de cruiser supposent souvent que le Boss Haas se conduit comme un V-twin typique. Au lieu de cela, ils obtiennent une machine conçue pour la vitesse en ligne droite, pas pour la conduite urbaine ou les virages agressifs. Le résultat est une moto qui semble calme au ralenti mais qui peut se lancer de manière incontrôlable lorsque l'accélérateur est ouvert même légèrement trop loin. C'est une moto que l'on ne conduit pas tant qu'on s'y accroche. Alors que la Boss Haas était synonyme d'excès, la moto suivante semblait faite pour la précision. Mais sous la livrée de course et les lignes acérées se cachait une machine qui poussait la puissance à l'extrême et ne laissait pas beaucoup de place à l'erreur. Numéro 6. Yamaha YZF R7 ou Overseer 2. La Yamaha YZF R7, également appelée Overseer 2, était une supermoto de production limitée développée pour la course d'homologation. Seulement environ 500 unités ont été construites et elle était équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne de 749 cm3 réglé pour la performance. Sur le papier, la R7 était l'une des machines de course les plus avancées de son époque, mais en tant que moto de rue, elle devenait dangereusement impitoyable. Dans sa configuration d'origine, la R7 était fortement limitée pour respecter les normes d'émission. Mais une fois débridée, ce que la plupart des propriétaires faisaient, elle pouvait produire plus de 100 chevaux et bien plus avec des kits de course d'usine. Le problème était que le châssis, la suspension et la réponse de l'accélérateur étaient réglés pour la piste. Sur les routes normales, il semblait instable et nerveux, surtout à grande vitesse ou lors de freinages brusques. La direction était précise, mais pas indulgente.
Chaque commande exigeait de la précision et même de petites erreurs pouvaient entraîner une glissade, un vacillement ou un accident. La suspension était également conçue pour le poids et la position du pilote en course. Pour quiconque ne correspondant pas exactement à ce réglage, la moto pouvait sembler instable. Et contrairement aux motos de sport modernes, la R7 n'avait ni contrôle de traction, ni ABS, ni aide au pilote. Pour les coureurs expérimentés, c'était un outil de précision. Pour presque tout le monde, c'était un risque. La R7 était un scalpel de course déguisé en moto de rue, mais la moto suivante ne prétendait pas être subtile du tout. Elles avaient une apparence agressive, étaient lourdes à conduire et offraient plus que ce à quoi la plupart des gens étaient prêts. Numéro 7, Ducati Passo 750. La Ducati Passo 750 était une tentative ambitieuse de moderniser la gamme Ducati au milieu des années 1980. Elle était équipée d'un moteur L-Twin refroidi par air de 748 cm3, enfermé dans une carrosserie entièrement carénée, ce qui était inhabituel pour la marque à l'époque. Bien qu'elle ait l'air futuriste, l'expérience de conduite racontait une autre histoire. La géométrie de l'avant de la moto, le réglage du carburateur et la répartition du poids créaient une maniabilité instable à grande vitesse, surtout lors d'entrées de direction rapide ou de transition en virage. L'un des plus gros problèmes était le carburateur. Ducati a opté pour un seul carburateur Weber, ce qui rendait la réponse de l'accélérateur inégale et imprévisible. Combiné à une fourche avant qui n'offrait pas beaucoup de retour d'information et à un châssis relativement rigide, les pilotes rapportaient souvent des difficultés à maintenir une trajectoire dans les virages. La moto avait tendance à sembler floue et déconnectée de la route et cela s'aggravait lors des freinages ou des changements de direction soudains. Bien que la Passo ait eu de bonnes intentions, un look moderne, un design intégré et un attrait pour le sport touring, elle a fini par avoir un comportement nerveux et une alimentation en carburant peu fiable, ce qui la rendait risquée à piloter de manière agressive. Même les fans aguerris de Ducati trouvaient difficile de faire confiance à l'avant en s'inclinant dans des courbes rapides. Les modèles ultérieurs comme la 906 et la 907 ont essayé de corriger certains de ces problèmes. Mais à ce moment-là, la réputation était déjà établie. Alors que la Passo avait du mal avec l'exécution, la machine suivante a à peine dépassé le stade de prototype. Elle était conçue pour la course, mais n'a jamais atteint la ligne de départ, car même les pilotes d'essai ne pouvaient pas la maîtriser. Numéro 8, Ariel Aero Prototype. En 1959, Ariel a commencé à travailler sur un prototype de course léger basé sur leur modèle standard Aero. Cette moto expérimentale était équipée d'un moteur 2 temps de 200 cm3 et d'un cadre en acier pressé semi-monocoque. Cela a été réalisé en réduisant l'alésage à 48,5 mm à partir de 54 mm tout en conservant la même course. L'objectif était de concourir dans des catégories légères avec une moto agile et aérodynamique. Mais le projet n'a jamais progressé, principalement parce que la conception a révélé d'importants défauts de maniabilité dès les premiers tests. Le prototype utilisait une version modifiée du cadre déjà inhabituel de l'Aero, qui reposait fortement sur la rigidité structurelle de l'acier embouti. À basse vitesse, il était maniable, mais à des vitesses plus élevées, la moto développait une instabilité dans les virages et un retour d'information imprévisible à l'avant. Les pilotes ont signalé qu'une fois que la moto dépassait un certain angle d'inclinaison, elle donnait l'impression de dériver vers l'extérieur ou de se redresser brusquement. Combiné aux vibrations du moteur et à l'absence de réglage de la suspension, la moto n'était tout simplement pas sûre pour la course. Seuls quelques prototypes ont été construits et aucun n'a été utilisé en compétition complète. La version de course de l'Aero a discrètement disparu des plans d'Ariel et l'entreprise s'est concentrée sur ses modèles routiers. Aujourd'hui, le prototype est principalement oublié, mais il reste un exemple précoce de la façon dont un design expérimental sans contrôle réel peut mener au danger même avant que le public ne le voie. L'Ariel Aero était une idée qui est morte en phase de test, mais la moto suivante n'est pas restée cachée. Elle est passée directement en production, commercialisée comme un dragster d'usine et a failli se déchirer à chaque fois que quelqu'un tournait la poignée des gaz. Numéro 9. Triumph Bonneville 750 T140 Fint. Dans les années 1970, Triumph a expérimenté des motos de style dragster basées sur leur plateforme existante Bonneville et Tiger. Un exemple était la Triumph Hurricane T140 Volt Drag Special, une construction d'usine modifiée conçue pour la vitesse en ligne droite. Elle était propulsée par un moteur bicylindre parallèle de 744 cm3, réglé pour plus de couple et des départs plus rapides. Le problème était que le reste de la moto, en particulier le cadre et la suspension, n'était pas prêt pour le stress.
Les motards ont signalé que la moto avait tendance à lever la roue avant lors d'une forte accélération, et une fois l'avant en l'air, il devenait difficile de la maintenir stable. Le châssis se déformait sous la pression, surtout lors de départs agressifs. Le freinage est également devenu un défi en raison de l'instabilité de l'arrière et du soutien limité à l'avant, ce qui rendait la récupération après des accélérations à grande vitesse imprévisible. C'était bruyant, nerveux et impitoyable. Bien qu'il ressemblât à une simple évolution d'une moto de rue, en pratique, il se comportait davantage comme un dragster inachevé qui se trouvait d'être homologué pour la route. Elle n'a jamais été produite en grande série et seulement un petit nombre de versions soutenues par l'usine ou construites par des concessionnaires ont jamais pris la route. Cette moto était un cas de dépassement des limites d'une plateforme éprouvée, mais la machine suivante était dangereuse dès le départ. Une moto de luxe qui promettait élégance et vitesse et n'a finalement offert ni l'un ni l'autre en toute sécurité. Numéro 10, Brugg Superior SS16. La Brugg Superior SS16 était considérée comme l'une des motos les plus avancées de son époque. Souvent appelée la Rolls-Royce des motos, elle était construite avec des composants haut de gamme et des pièces ajustées à la main, y compris un moteur V-twin de 998 cm3 refroidi par air capable d'atteindre des vitesses de plus de 210 km/h, un chiffre extravagant dans les années 1920. Malgré les prétentions d'ingénierie, la technologie de l'époque n'était tout simplement pas à la hauteur du défi. Les freins étaient à tambour et le cadre rigide offrait peu de stabilité à grande vitesse. La suspension était minimale, les pneus étaient fins et l'équipement de protection pour les motards était presque inexistant. Les motards poussant la SS100 près de sa limite trouvaient souvent difficile de garder la moto stable sur des routes accidentées et de nombreux premiers utilisateurs ont subi de graves accidents. Peut-être le cas le plus célèbre fut celui de T.E. Lawrence d'Arabie, qui est mort dans un accident en conduisant sa Brugg Superior. L'incident fut si notable qu'il a finalement contribué aux premières études sur les blessures à la tête en moto, menant au développement des normes modernes de sécurité des casques. Aujourd'hui, la SS100 est considérée comme un classique, mais à son apogée, c'était une moto qui demandait trop aux routes et aux pilotes. La Brugg offrait une puissance que la plupart des routes ne pouvaient supporter. Mais l'entrée suivante nous ramène à l'ère moderne, où les supermotos ont poussé la technologie à de nouveaux sommets, mais n'ont toujours pas pu éviter de sérieux défauts. Numéro 11. Aprilia RSV 1000 Air Factory. L'Aprilia RSV 1000 Air Factory était une superbike V-twin haute performance destinée aux motards qui voulaient une maniabilité prête pour la course sur les routes publiques. Elle était propulsée par un moteur V-twin refroidi par liquide de 997,6 cm3, produisant 139 chevaux avec un cadre léger et des composants de suspension haut de gamme de chez Öhlins. Sur le papier, il avait tout ce qu'il fallait pour rivaliser avec les meilleurs de son époque, mais dans la conduite réelle, il avait des bizarreries de maniement sérieuses qui le rendaient risqué pour quiconque sans précision de niveau circuit. La géométrie agressive de la moto et la réponse vive de l'accélérateur signifiaient que de petites erreurs pouvaient avoir de grandes conséquences, surtout à grande vitesse. Elle avait la réputation d'être nerveuse à l'entrée des virages et trop sensible à la position du corps. L'avant léger pouvait devenir instable lors du freinage ou d'une forte accélération, surtout si la suspension n'était pas parfaitement réglée. Même les motards expérimentés se retrouvaient à ajuster constamment pour garder le contrôle de la moto. Contrairement aux Superbike plus récentes, la RSV 1000 Air manquait de contrôle de traction, de frein anti-blocage ou de système de stabilité électronique, ce qui signifiait que tout dépendait de l'intervention du pilote. Pour quelqu'un habitué à des machines plus tolérantes, il était facile de surestimer ce que la moto pouvait supporter, et parce qu'elle réagissait si vivement, le temps de récupération était court. Une fois que les choses tournaient mal, elles tournaient mal rapidement. Alors que l'Aprilia punissait les erreurs avec des réactions d'une précision chirurgicale, la moto suivante offre un type de danger complètement différent. Elle est silencieuse, presque sans vibration, et capable de dépasser la plupart des choses sur roue sans faire de bruit. Numéro 12, Lightning LS218. La Lightning LS218 est actuellement l'une des motos de série les plus rapides au monde. Elle est entièrement électrique avec un moteur de 150 kW, l'équivalent de plus de 200 chevaux, et une vitesse maximale de 218 mph, d'où son nom. Avec un couple instantané et sans changement de vitesse, il peut passer de l'arrêt à 60 mph en moins de 2 secondes. Mais son danger ne vient pas d'une défaillance mécanique ou d'une instabilité. Il vient de l'absence de retour d'information typique.
Parce que la LS218 est électrique, elle ne produit presque aucun bruit de moteur, ce qui rend plus difficile de juger la vitesse à l'oreille. Le couple arrive instantanément et complètement sans la montée progressive ou le délai que les motos à combustion interne offrent. Pour les motards qui n'y sont pas habitués, il est facile de tourner trop loin et de voir la moto bondir en avant de manière inattendue. Le châssis et les freins sont en fibre de carbone avancée avec une suspension haute performance et des freins Brembo. Mais le bruit minimal de la LS218, son accélération extrême et sa légèreté peuvent tromper les pilotes en leur faisant croire qu'ils vont plus lentement qu'ils ne le sont et à plus de 200 miles par heure, mal juger un virage ou surcorriger peut entraîner des conséquences dévastatrices. Le silence électrique peut être trompeur, mais la violence brute est tout autre chose. La moto suivante apportait un couple bas brutal, un cadre léger et aucune électronique pour vous sauver lorsque les choses tournaient mal. 13. KTM 640 LC4A. La KTM 640 LC4R était une moto double sport, conçue pour un usage enduro agressif et tout-terrain. Elle était équipée d'un moteur monocylindre 4 temps de 625 cm3, connu pour son couple puissant et sa réponse rapide à l'accélérateur. À première vue, elle semblait être une moto de poids moyen capable pour les pilotes qui voulaient un cadre léger et un moteur percutant. Mais la moto a rapidement acquis une réputation d'être physiquement exigeante et parfois carrément dangereuse, surtout pour ceux qui la sous-estimaient. Le moteur délivrait un coup de couple vif dans les bas et moyens régimes, ce qui pouvait facilement submerger le pneu arrière sur un terrain meuble. Cela n'aidait pas que le réglage de la suspension de la moto, bien qu'ajustable, soit rude s'il n'était pas parfaitement ajusté. Combiné à une hauteur de selle relativement élevée et un poids à sec d'environ 290 livres, cela rendait le LC4 instable à basse vitesse ou lors de manœuvres techniques. Sur le bitume, les choses devenaient encore plus compliquées. La moto vibrait fortement à vitesse de croisière en raison de sa configuration monocylindre et elle manquait de l'amortissement raffiné ou de la rigidité du cadre nécessaire pour un virage stable à grande vitesse. Les pilotes ont souvent signalé des secousses de la tête lors du freinage et des glissades soudaines de la roue arrière lors de l'accélération sur du gravier ou des surfaces meubles. Cela exigeait une vigilance constante de la part du pilote et même de petites pertes de concentration pouvaient entraîner une chute ou une perte de contrôle. La KTM LC4 punissait l'excès de confiance en tout terrain, mais la machine suivante était dangereuse d'une manière complètement différente, non pas pour ce qu'elle faisait sur les sentiers, mais pour la vitesse à laquelle elle essayait de distancer tout le reste sur la route. Numéro 14, Kawasaki Ninja ZX-12R. La Kawasaki Ninja ZX-12S a été introduite comme un défi direct à la Suzuki Hayabusa au sommet des guerres de vitesse du début des années 2000. Il était équipé d'un moteur 4 cylindres en ligne de 1199 cm3, produisant plus de 175 chevaux et capable d'atteindre une vitesse maximale de 186 miles par heure, la limite convenue dans l'accord de gentleman entre les fabricants. Bien que rapide, le ZX-12R avait des problèmes de maniabilité qui le rendaient risqué à haute vitesse. La moto était dotée d'un cadre monocoque en aluminium qui était rigide et léger, mais la conception initiale avait des problèmes de stabilité lors d'accélérations extrêmes ou de virages serrés. L'avant pouvait devenir léger lors des courses à grande vitesse et les pilotes ressentaient parfois des oscillations ou une sensation d'instabilité en poussant la moto près de sa limite. C'était aussi l'une des motos les plus lourdes de sa catégorie, pesant plus de 500 livres en ordre de marche. Combiné à sa puissance, cela rendait plus difficile de ralentir rapidement ou de corriger les erreurs en milieu de virage. Contrairement aux motos sportives ultérieures, elle ne disposait pas de contrôle de traction ni de système ride-by-wire pour adoucir la réponse de l'accélérateur. Dans des conditions réelles, cela signifiait que la moto pouvait rapidement devenir imprévisible pour quiconque n'était pas entièrement en contrôle. Bien que les modèles ultérieurs aient affiné certains de ses aspects rugueux, le ZX-12R original était connu pour être brut, rapide et impitoyable, surtout entre les mains de pilotes inexpérimentés. Mais la dernière moto de cette liste n'a même pas essayé. Elle était trop rapide pour les rues, interdite sur les routes publiques et toujours disponible pour quiconque assez audacieux pour la piloter. Numéro 15. Honda CX500 Turbo. La Honda CX500 Turbo était la première moto turbo-compressée produite en série au monde et elle était commercialisée comme un bon futuriste en matière de performance.
Il était équipé d'un moteur V-twin de 498 cm3 refroidi par liquide avec injection électronique de carburant et un turbocompresseur qui augmentait la puissance à environ 82 chevaux, soit environ 25 de plus que son homologue à aspiration naturelle. Sur le papier, c'était une Sport Touring compact et puissant. En pratique, il est devenu connu pour sa réponse d'accélérateur imprévisible et souvent dangereuse. Le problème principal était le temps de réponse du turbo. À bas régime, la moto semblait relativement douce, mais une fois que le turbo s'enclenchait, généralement autour de 8000 tours par minute, la puissance arrivait d'un coup. Les motards pouvaient être en train de prendre un virage ou d'essayer de dépasser la circulation lorsque le boost se déclenchait soudainement, provoquant une perte d'adhérence du pneu arrière ou un soulèvement inattendu de l'avant. Pour les motards expérimentés, cela exigeait une anticipation constante. Pour les moins préparés, cela signifiait des sorties mal évaluées, des virages ratés et dans de nombreux cas, des accidents. La CX500 Turbo était également lourde, pesant plus de 570 livres en ordre de marche. Bien que sa suspension ait été mise à jour par rapport au modèle de base, elle n'était toujours pas conçue pour gérer le type d'accélération rapide introduit par le turbo. Le freinage était adéquat mais pas exceptionnel, et la complexité supplémentaire du système de turbocompresseur rendait l'entretien plus difficile. Malgré son avance technologique avec des affichages numériques et l'injection de carburant, le comportement du CX500 Turbo dans le monde réel le faisait ressembler davantage à un prototype qu'à un produit abouti. Honda a finalement perfectionné l'idée avec la CX650 Turbo ultérieure, mais la réputation de l'original est restée. Certaines de ces motos ont été oubliées pour une raison, d'autres étaient tout simplement trop sauvages pour durer. Mais peut-être en avez-vous vu une, en avez-vous conduit une, ou avez-vous survécu à quelque chose de pire? Avons-nous oublié un piège mortel à 2 roues qui, selon vous, mérite une place? Laissez-le dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.